On a plein Bonsoir. d'amis. Bonsoir. On n'est pas très nombreux, mais on est néanmoins On est là. extrêmement heureux. Et on est là et on est très heureux d'accueillir Kauter Adimi, puisque on a énormément aimé ces deux romans. Et donc de l'accueillir ce soir pour Des pierres dans ma poche, qui est paru En enfin, mars. en mars 2016, donc aux éditions du Seuil. Je vais pas en dire trop puisque on a décidé ce soir de faire un jeu pour la soirée. Mais bon, juste pour dire quelques mots, donc c'est un roman où on a une narratrice qui est une femme algérienne, célibataire, qui est exilée d'Alger depuis plusieurs années, qui vit à Paris. Elle est très bien installée, elle a un bon travail, elle travaille dans une maison d'édition pour la jeunesse comme responsable iconographique. Elle est bien installée dans sa vie professionnelle, dans son appartement, mais elle vit seule parce que voilà, elle reste entre deux mondes, entre Paris où elle vit, mais où elle n'a pas vraiment de vie sociale, et surtout pas de mari ou pas de perspective de trouver un mari, et entre Alger où sont sa famille, et sa mère et sa sœur, et tous ses souvenirs. On va parler de tout ce qui parcourt le roman, mais simplement, ce que je voulais dire, c'est que dans ce livre, il y a beaucoup de thèmes importants, de thèmes douloureux même, des convenances, de l'obsession du mariage, de l'exil, du temps qui passe, des injonctions qu'on fait aux femmes, que ce soit en Algérie ou en France d'ailleurs. Je pense en particulier à cette espèce de collègue peau de vache que la narratrice a dans son travail. Mais c'est formidable parce que dans ce livre, tous ces thèmes assez lourds, en fait, sont traités d'une manière avec une tonalité absolument formidable. À la fois parce qu'il y a des chapitres qui sont très courts, avec des formes variables, et surtout parce qu'il y a ce ton qui oscille en permanence entre l'autodérision, ton moqueur, l'humour, et puis d'un côté, de l'autre côté, le vague à l'âme, la tristesse, la solitude. Donc c'est un roman au ton très léger qui parle de thèmes très profonds, l'air de rien comme ça. Il y a aussi il y a les thèmes dont j'ai parlé, et puis il y a aussi ce thème de l'incommunicabilité, à la fois entre les deux pays, puis aussi entre les générations. On va certainement parler ce Mm. soir de la relation entre la mère et la fille. Et ça, c'était aussi un thème important Dans le premier, dans le ouais. premier, qui était donc L'envers des autres, qui était paru en 2011 à Actes Sud. Donc voilà, je suis très très heureuse qu'on vous reçoive, te Merci reçoive ce de m'avoir soir invité. pour évoquer ce récit intimiste, léger, profond. Et donc la forme qu'on a choisie ce soir, la forme particulière, c'est qu'il y a dans ce petit panier des mots, et l'idée c'est donc que Kauter pioche des mots, parle autour de ces mots et qu'on lise des extraits. Alors, je ne connais pas les mots. C'est Marianne qui les a choisis. Fait divers. Ah, alors pour ce mot-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un extrait et je vais vous en parler. Je crois que je l'avais choisi, enfin on l'avait choisi tout à l'heure comme extrait de lecture. Hop, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, en écoutant la revue de presse à la radio, j'ai appris qu'une Croate avait épousé son chien, un caniche blanc, avec lequel elle vivait depuis 6 ans, au cours d'une magnifique cérémonie où étaient présents famille et amis. Le mariage rend fou, je l'ai dit à ma sœur. Elle m'a répondu que si je ne venais pas à la fin du mois, elle me maudirait sur 3 générations. Il y a un autre extrait qui est la première partie du texte. Fait divers, une jeune femme de 30 ans a été arrêtée pour le meurtre de sa voisine qui s'était moquée d'elle en déclarant qu'elle ne trouverait jamais d'homme assez fou pour l'épouser. La meurtrière a frappé la vieille dame à plusieurs reprises avant de l'étrangler en s'aidant de sa ceinture parce qu'elle respirait encore un peu. J'aurais fait pareil. Et en fait, pour l'anecdote, c'est que ces faits divers sont réels, puisque quand j'écrivais ce texte, je me suis fait aider en lisant, enfin en cherchant dans la presse et sur la radio et dans les archives ce genre de faits divers, parce que je voulais montrer justement l'aberration parfois de ces faits sur le mariage, en montrant à quel point effectivement certaines personnes arrivaient à des extrémités. Et cette histoire de la Croate, alors je me souviens plus si elle est croate ou si elle avait changé la nationalité, mais en tout cas effectivement il y avait eu un fait divers comme ça où une jeune femme avait décidé d'épouser son chien. Elle était célibataire depuis longtemps et elle avait considéré que son chien c'était finalement
l'être vivant le plus présent pour elle et qui correspondait à tout point de vue à un compagnon. Et donc elle avait fait une cérémonie, elle avait porté une robe blanche, elle avait invité tous ses amis et sa famille et elle avait épousé son chien face à ses amis. J'ai trouvé ça tellement fou, je me suis dit mais en fait ça paraît pas crédible mais c'est ce que je vais utiliser comme matériel pour travailler. Voilà. Elle l'a épousé pour sa fidélité. Pour sa fidélité qui sûrement est réelle, sans jugement aucun. Alors, Hop, merci. on a fait tomber un. Hop. Mère et fille. Là, il faut dire beaucoup de choses sur les mères et filles. Alors, depuis l'apparition de ce livre, donc ma mère ne me parle plus, mais non, blague à part. Non, c'est une blague, c'est pas vrai. Ma mère me parle toujours. Ce n'est pas ma mère dans le roman, même si on m'a souvent posé la question. Et effectivement, dans ce roman, la mère est extrêmement présente. En fait, la mère appelle tout le temps la narratrice. Et du coup, dans le texte, on a choisi avec mes éditeurs de laisser une place très forte et très importante à la mère, puisque à chaque fois que la mère parle à la fille, quasiment, il y a un chapitre, enfin, ça prend la forme d'un chapitre à part. On lui donne beaucoup de place, parce que c'est une mère qui prend beaucoup de place, et qui appelle systématiquement sa fille à toute heure du jour et de la nuit, qui appelle en disant « T'es où ?» Enfin, ça commence un peu toujours comme ça. « C'est ta mère, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Rentre à la maison, fais attention. » Et il y a une espèce de pression extrêmement forte, et je voulais symboliser un peu le cordon ombilical qui n'a jamais été coupé entre l'Algérie et cette narratrice qui est à Paris, qui a une trentaine d'années, et puis l'impossibilité finalement de le couper, ce cordon ombilical, puisque la mère est toujours là, et la fille n'arrive pas à se soustraire de cette angoisse que la mère ne cesse de lui communiquer. Et on en parlait tout à l'heure ensemble, mais on se disait, en fait, effectivement, on est l'héritage de la somme des angoisses et des histoires de notre famille, et de ce qu'on prend de nos parents. Et en effet, cette narratrice, elle prend beaucoup de choses de sa mère, puisque sa mère fait partie de son quotidien tout en vivant dans un pays qui est séparé par une Méditerranée, etc. Voilà. Je peux peut-être lire le chapitre du coup sur. Séparé de la mer par la mer. Oui, c'est pareil, mais ce qui est vrai, ce qui est vrai, et en même temps, en fait, la mère, et quand même, ce qui est marrant, c'est que la mère est le personnage le plus présent dans ce texte avec la narratrice, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus présente que les amis qui habitent à Paris avec la narratrice, etc. Sa mère est là tout au long du texte, et le livre s'ouvre quasiment avec la mère, et se termine quasiment avec elle aussi. D'une manière générale, dans ce livre, tout ce qui est de l'autre côté de la mer est beaucoup plus présent que ce qui est à de Paris. ce côté-ci, effectivement. Donc je vous lis un extrait qui illustre les conversations téléphoniques. Ma mère m'a téléphoné pendant que je lisais un roman d'amour caché derrière mon écran d'ordinateur. Donc ça se passe au bureau. Françoise est entrée dans mon bureau au moment où je répondais. Elle est tout de suite ressortie en s'excusant, mais j'ai bien senti qu'elle ricanait intérieurement. Elle devait penser qu'elle... Jamais elle n'aurait appelé sa bécassine de fille au bureau. Le coup de fil de maman, c'était pour parler des fiançailles. Tu viendras, c'est sûr. Les questions de ma mère n'attendent pas de réponse. Il ne s'agit d'ailleurs pas réellement de questions, mais de missiles. La seule chose qui importe est de définir le plus vite possible le type de missile. Est-ce l'un de ceux qui m'explosera immédiatement au visage, ou une arme plus sophistiquée qui empoisonnera mon esprit et mon cœur avant de m'achever douloureusement? Hypothèse 1. Ma petite fille, tu as peut-être fait de longues études, mais tu ne sais pas t'y prendre. Moi, à ton âge, j'avais déjà pris ton père dans mes filets, et je l'avais bien attrapé, je peux te le dire. Tu étais déjà en gestation. Ta petite sœur se marie, et toi, à presque 30 ans, tu n'es toujours pas casé. C'est ta dernière chance, ne la laisse pas te filer sous le nez. Il y aura peut-être un cousin, voisin, ami, qui te remarquera et acceptera de t'épouser. Hypothèse 2. Dis-moi que tu finiras par trouver quelqu'un qui veut bien de toi. Ma grande fille, tu ressembles à une asperge toute pâle et verdâtre. Arrange-toi, souris, tiens-toi droite et marie-toi avec n'importe qui. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi, ta maman chérie qui a tout sacrifié pour que ces deux filles puissent avoir un beau mariage. Hypothèse 3. Va chez le coiffeur et lisse tes cheveux. Enlève-moi ces boucles qui effraient les hommes, teins-toi en blonde. Les Algériens, que dis-je, les hommes aiment les blondes. Va ma fille, en 1 heure, le coiffeur fera disparaître toutes ces boucles. Mets un soutien-gorge rembourré, protège-toi du soleil, ne bronze pas, ça fait mauvais genre. Hypothèse 4. Si j'avais su, je ne t'aurais pas laissé partir à l'étranger. Tu m'avais promis que tu reviendrais au bout de 9 mois et ça fait des années que tu es là-bas dans ce minuscule appartement. Tu as fait trop d'études, ça effraie tout le monde. Arrête de parler, tu parles trop. Ne dis pas à tout le monde que tu habites toute seule, que vont croire les gens. Arrête de mettre du vernis à ongles bleus, on dirait un cadavre. Ne contredis pas les personnes plus âgées, ça ne se fait pas. Change-toi, ce pantalon est trop moulant, arrête de bouger comme ça, tais-toi et tiens-toi droit. Voilà, c'était la mère.
contre la fille. Ah. Convenance. Alors, on en a un petit peu parlé là, effectivement. Et alors, ça, c'est un sujet que j'aime bien aborder dans mes textes. Et effectivement, dans le premier roman, on en parle des convenances, puisque dans le premier roman, c'est un roman choral, l'envers des autres, et chaque chapitre donne la voix à un personnage. Et toutes les histoires tournent autour des convenances, puisque enfin, il y a une famille dans ce roman-là qui n'adhère pas aux convenances, en tout cas au regard des autres, des voisins. Et tous les voisins en parlent, toutes les personnes en contact avec cette famille en parlent, et cette famille essaye juste de rester dans les convenances et n'y arrive pas. Et je trouve que les convenances, parfois, nous poussent à la non-communication entre générations ou entre personnes. Et je trouve que c'est toujours assez marrant de les mettre en lumière, de mettre une espèce de loupe sur les convenances et parfois sur les paradoxes de notre société. Et que ça fait toujours des histoires assez rigolotes quand elles sont traitées de cette manière-là. Voilà, donc c'est vrai que c'est un thème important pour moi. C'est un thème en fait important pour moi parce que je pense que je viens d'un pays où les convenances sont importantes et où en même temps on essaie toujours de les tourner d'une manière plus ou moins hypocrite par moment, et que j'ai eu envie d'en parler à la fois dans le premier et dans le deuxième roman. Dans le deuxième roman, c'est vrai que les convenances partaient vraiment sur l'histoire du mariage, alors que sur le premier roman, ça allait vraiment sur plusieurs thématiques assez différentes, et tout le roman, pour le coup, traite de ça. Voilà. On continue. Ouais. Souvenirs d'enfance. Bah, j'avais choisi un résumé qui peut-être pourrait convenir pour ça. Alors, je lis pas tout, mais je commence. J'ai eu 0 à ce devoir et un mot à faire signer. Donc c'est un souvenir, effectivement, d'enfance. Je ne savais pas comment montrer cette note à mes parents, je me doutais bien que je serais punie. Mes parents refuseraient d'écouter mes arguments qui ne feraient pas le poids face à ceux de la maîtresse. 3 choix s'offraient à moi. Pleurer pour tenter de les amadouer, attendre le lendemain matin pour éviter une mauvaise soirée, ou me mettre en colère et parler de liberté d'expression. Quelle angoisse peut contenir un tout petit cœur lorsqu'il doit rapporter à la maison une mauvaise note? Je saute. Heureusement, cet après-midi-là, une bombe explosa en face de l'école. Nos parents accoururent effrayés. Il y avait du bruit, des cris d'épouvante, quelques flaques de sang, des policiers trempés de sueur, des militaires épuisés, et sûrement 1 ou 2 terroristes planqués dans un coin. Il y avait tout ça, et mon 0 bien caché au fond de mon cartable. Une fois en sécurité à la maison, face à mes parents encore sous le choc, je leur appris au rien de bien important que la maîtresse, cette folle, m'avait mis une sale note et qu'il me fallait une petite signature. La bombe, c'était du bruit, de la frayeur pendant quelques secondes, de l'agitation et enfin un soulagement. Ma mauvaise note, ce fut un drame, des cris, une punition et de la colère pendant des jours. Ça ne servait à rien d'espérer un malheur si c'était pour se faire gronder à cause d'une mauvaise note. À cette époque, ma petite sœur et moi pensions que mon père était fleuriste et ma mère femme au foyer. Nos parents, comme beaucoup d'autres parents, nous mentaient sur leur métier, juste au cas où la maîtresse aurait été une terroriste. Le jour de la rentrée, il nous fallait remplir une petite fiche de renseignement et nous étions nombreux à inscrire fleuriste dans la case profession du père. Tout le monde sait qu'aucun terroriste n'a jamais égorgé un enfant fleuriste. Quand nous étions petits, nous n'avions pas le droit de nous promener. À tous les coins de rue, des sacs noirs en plastique explosaient. Les terroristes se cachaient dans les forêts et certaines étaient brûlées par les militaires entraînés pour débusquer ces salauds. Quand nous étions petits, nous les enfants de fleuristes, nous avions peur des arbres et personne n'a jamais pensé à nous prévenir ensuite qu'on pouvait arrêter d'avoir peur. Ma sœur et moi regardions la série télévisée La petite maison dans la prairie avec maman parce que ça lui rappelait son enfance. À chaque générique, cette garce de filles ingalles courait et se vautrait dans les champs. Et nous l'envions de pouvoir courir et de pouvoir tomber. La garce. C'est vrai que c'est un extrait que j'aime particulièrement beaucoup. Il y a c'est pas dans les mots, donc je peux en parler. Non, il y a toute une chose sur la fabrique des rêves, la télévision, l'espèce de l'imaginaire. Qui se construit, c'est vrai que ça revient assez souvent, au moins 3 fois dans le texte, puisqu'à un moment, il y a un souvenir sur un dessin animé, Papa Longue Jambe, et un autre souvenir sur les feuilletons, et cette manière dont tout le pays est fasciné par ce feuilleton qui est suivi par tout le monde, hommes, femmes, enfants, etc. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi que la télévision a été une espèce, en tout cas pour moi, de fenêtre sur le monde à un moment donné où en Algérie,
on était assez enfermés pendant les années de terrorisme où les frontières étaient fermées, où les visas ne se délivraient pas, ou en tout cas on était tous un peu enfermés dans ce drame. Et on avait, enfin je pense que les images sont assez connues de ces grandes soucoupes blanches aux fenêtres des immeubles en Algérie. Et c'est vrai que la parabole, c'était un peu notre manière un peu de voir ce qui se passait ailleurs. Voilà, c'était avant les réseaux sociaux, avant Internet, avant tout ça. Hop. Solitude. Alors, quand je dis solitude, moi je pense à Clotilde. Clotilde est un personnage dans le roman Des pierres dans ma poche. C'est une femme qui habite dans la rue, c'est une SDF, et c'est une SDF qui est amie avec la narratrice. Et Clotilde, elle vit seule, mais c'est une femme qui n'a jamais été mariée, donc dès le début de l'histoire, elle explique bien que ce n'est pas madame, mais que c'est mademoiselle, et qu'elle n'a jamais appartenu à un homme, et c'est une amie de la narratrice. Et elles se retrouvent très souvent toutes les deux, et je trouve que, enfin, j'ai essayé de raconter une espèce de solitude, mais une solitude qui pourrait être assez belle, une solitude dans laquelle Clotilde se sent bien. À l'inverse, la narratrice a un rapport assez ambigu avec cette notion de solitude, parce que à la fois, elle est assez effrayée d'en sortir, c'est écrit par moments, je l'écris par moments, et en même temps, elle en a très peur de cette solitude, puisque à un moment donné, en tout cas sur une bonne partie du texte, elle va essayer de trouver quelqu'un à tout prix, peu importe, n'importe qui, un vendeur de kebab, un collègue, quelqu'un qu'on lui présente, etc. Vraiment n'importe qui, mais ne pas revenir en Algérie seule par pitié. Et je trouve personnellement que la solitude, c'est quelque chose de nécessaire et qu'il faut prendre le temps d'être seul, et que quand on est seul dans un pays étranger, on se retrouve un peu confronté à soi-même et confronté à ce qu'on nous a appris, à nos souvenirs, à nos origines, et c'est en étant confronté à ça, en étant vraiment seul, qu'on arrive aussi à se dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important, et à revenir à se reconstruire un petit peu. Et ce travail-là, moi, j'ai pris beaucoup d'intérêt à le faire pour moi-même, et j'ai eu envie d'essayer de le raconter dans ce texte-là avec ma narratrice. Voilà. Ce que je trouve formidable, c'est sur le thème de entre deux pays, on va en parler, mais même du point de vue des émotions, en fait, le roman est entre deux. Parce que par exemple, la narratrice, sur le thème de la solitude, il y a à la fois la dimension positive pour elle d'être à Paris, d'avoir construit sa vie ailleurs, et puis la dimension triste, nostalgique, difficile à vivre, quoi. Et le roman est surtout les dimensions construites de cette manière-là. J'ai trouvé ça magnifique. Et c'est marrant parce que un des retours que j'avais eu sur ce texte, il y a un moment déjà, c'est quelqu'un qui m'avait dit mais c'est un roman qui parle de Paris. Et j'avais dit je trouve ça très étrange comme retour, parce que pour moi justement ce qui est très complexe, c'est que cette narratrice habite à Paris, mais on a l'impression qu'elle est sur la pointe des pieds et qu'elle regarde sans cesse l'Algérie en face, la rue des Martyrs, et qu'elle est debout en train de regarder l'Algérie, et qu'elle est totalement reliée, enfin déjà de manière métaphorique, avec le téléphone, avec sa mère, et donc avec le pays. Et donc en fait, pour moi, il se passe à Paris, mais il ne se passe pas du tout à Paris. Il ne se passe rien. D'ailleurs, on raconte très peu de choses sur Paris. Elle a peu d'amis à Paris. Elle est totalement seule dans ce pays. Elle passe son temps à parler au téléphone avec sa mère, à se rappeler ses souvenirs d'enfance, à parler avec ses amis qui sont là-bas. Et j'étais assez, ouais, ça m'avait assez perturbée. En tout cas, ce retour m'avait un petit peu perturbée. Allez, un petit papier. Allez, les petits papiers. Appel téléphonique. Bon, ça, on en a quand même beaucoup parlé. Beaucoup, oui, enfin, je viens de leur dire, mais l'idée pour moi, c'était un espèce de fil entre l'Algérie et la France, et entre la mère et la fille, et tout le roman, tout le roman est ponctué des appels téléphoniques qui sont retranscrits avec des tirets. Donc vraiment, j'ai essayé de décrire des appels téléphoniques tout au long du texte. Alger. Alger, moi, c'est... Enfin, je l'avais beaucoup dit sur le premier roman, je l'ai moins dit peut-être là, mais sur le premier roman, j'avais dit ce que je voulais, c'était vraiment une radioscopie d'Alger. Et j'ai écrit ce roman, le premier, L'envers des autres, qui a été publié sous le titre des ballerines de Papicha en Algérie, puisque les deux romans sont publiés en Algérie aux éditions Balzac. Et à l'époque, je vivais mes derniers mois en Algérie quand j'ai commencé à écrire ce texte, et j'allais déménager à Paris, et je ne savais pas combien de temps j'y resterais. Bon, aujourd'hui, ça fait 8 ans, mais à l'époque, je ne savais pas si je partais pour 1 an, pour 2 ans, pour 10 ans, j'en sais rien. Et j'avais un peu une urgence dans l'écriture en me disant j'ai envie de tout prendre d'Alger, enfin j'ai envie de
de pouvoir me rappeler ce qu'est Alger et de pouvoir faire une espèce de photo géante de l'Algérie, au-delà d'Alger, mais je vivais à Alger, mais de l'Algérie, et pouvoir emmener ça avec moi, emmener ce souvenir. Donc je prenais tout le temps des notes. Il y a un Il y a moment le moment de l'université de avec l'université et même du toute la- bus. Et le même du bus. bus, le trajet dans le bus, moi c'est un trajet que je faisais souvent, donc je prenais des notes et j'avais envie de faire une photo vraiment de l'Algérie. Je crois qu'il y a un espèce de vieux rêve de petite fille. Quand j'étais toute petite, j'avais des immenses feuilles blanches et je rêvais de pouvoir dessiner tout le pays, mais vraiment, enfin l'école, la pharmacie, l'hôpital, enfin tout, 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 tout. Et je crois que c'est ce projet-là que, de manière un peu inconsciente, je continue en me disant, enfin, j'essaierai d'écrire tous les livres qui raconteront un peu tout ce pays qui a plein d'histoires à raconter. Et du coup, j'avais essayé un peu cette espèce de radioscopie d'une famille dans un quartier populaire, Alger au XXIe siècle, juste avant, enfin, en l'occurrence, j'avais écrit ce livre, il est sorti juste avant le printemps arabe, et j'avais cette idée de la marmite qui est en train de bouillir, et c'est ce que j'avais envie de raconter sur ce texte-là. Et c'est tout aussi valable sur le deuxième roman, parce que même si on m'a dit une fois que c'était un roman qui se passait à Paris, en fait c'est un roman qui parle d'Alger, et d'Alger dans les années, avec les souvenirs d'Alger des années 90, comme je viens de lire cet extrait, avec Alger dans les années 2000 aussi, puisqu'à un moment il y a d'autres souvenirs de l'adolescence et de l'âge adulte. Et c'est vrai que je pense qu'essayer de comprendre où est-ce que j'ai vécu est quelque chose d'important pour moi et que j'ai essayé de mettre en place. Et il y a aussi justement, par rapport à Paris, il y a aussi l'image fantasmée des Mmh. collègues de travail Oui. de la narratrice qui Mmh. ont cette image d'Alger, la blanche, voilà, et puis en contrepoint de ça, les Mmh. souvenirs réels. Donc il y a une sorte d'Alger fictive, d'Alger de papier glacé et d'Alger réel. Mmh. Vous avez cherché, là, il y a le passage sur ça, sur justement ce mythe d'Alger, qui est très fort en France, hein, c'est sûr. Je sais plus où il est. Je vais le retrouver. Ah, il est là. Pour faire plaisir à mes collègues français, je me prête quand même au jeu. Je décris la ville blanche tout en relief et en douceur, construite sur des collines. Je remonte loin, très loin dans mes souvenirs. J'esquisse un croquis de la petite maison au bord de la mer, des volets blancs défraîchis qu'on peine à fermer. Maman crie que des lézards ou des fous risquent de pénétrer dans notre chambre. Papa secoue la tête, mais bloque tout de même les volets avec un fil de fer. La mer nous semble soudain plus loin, nous l'entendons encore ou un vague écho. Angoissant l'écho. Ma petite sœur et moi nous imaginons cette mer peuplée d'étranges créatures. Elles discutent de la manière dont nous attirerons au fond de l'eau. On joue à se faire peur. Des années plus tard, je raconte aux Français ces histoires de l'enfance. Je remonte jusqu'à cette petite maison au bord de la mer et je sais qu'elle est toujours là, même si je n'y suis jamais retournée, car depuis il s'est passé tant de choses en Algérie. Cela, je ne le dis pas aux Français. On ne peut pas tout confier aux étrangers. Je continue à rêvasser. Je les emmène là où ils n'iront pas pour de vrai. La mer borde une étrange petite montagne où se tient chaque jeudi un vieil homme, la tête couverte d'un chèche orange accompagné d'un dromadaire squelettique. 30 dinars la balade à dos de dromadaire en montagne. Le vieil homme n'est plus là, j'en suis certaine. Les personnes comme lui ont disparu. La ville blanche, la petite maison, la mer, la montagne, le vieil homme, le dromadaire. Le soleil tape fort, surtout le premier jour. Ma mère hurle qu'il faut s'enduire le dos d'huile pour ne pas brûler. Papa hausse les épaules, nous autorise à aller à la plage. On court comme des sauvages, ma petite sœur et moi. Parfois, il y a aussi Amina, et elle court aussi comme une sauvage. On se baigne, on boit la tasse. Le sel laisse de longues traînées blanches sur notre peau. Nos cheveux prennent des reflets plus clairs et nous nous proclamons blondes avec un frisson d'excitation. Femmes voilées et femmes en bikini nagent ensemble. On les regarde. Les premières parce que l'eau alourdit leur voile et qu'elles semblent s'enfoncer dans le sable. Les secondes parce qu'elles nous fascinent. On glisse nos mains sous nos maillots de bain une pièce et on fait gonfler nos poitrines d'enfants avec nos poings. De belles adolescentes, les yeux cachés par des lunettes de soleil, rient aux éclats. Elles feuillettent des magazines aux couvertures brillantes, papillons de couleur, papier imprimé, lissé scintillant. Fermez les yeux et vous êtes au paradis. En vérité, on n'a pas le droit d'aller sur le dromadaire, mais je mens à mes collègues, je décris ma balade face à la mer, j'ajoute de la poésie alors que ce n'est pas nécessaire. Le coucher du soleil au loin suffit, mes collègues sont émus, ils regrettent de ne pas connaître Alger la blanche, l'éternelle, l'absolue, celle de Camus. Je me tais. Je ne raconte pas que les traînées blanches resteront longtemps sur notre corps parce qu'il n'y a pas d'eau au robinet dans la petite maison. J'oublie maman qui crie à 2 heures du matin. L'eau est là, j'entends les voisins remplir les bidons. L'eau arrive, il faut réveiller les filles. Mes parents remplissent les récipients, les bouteilles, les casseroles, les jerrycans et nous jettent à moitié endormis sous la douche. On somnole. Les Français n'ont pas besoin de tout savoir.
annulaire. Ah, annulaire. Annulaire parce qu'il y a un extrait sur les annulaires. Annulaire, oui, la narratrice à un moment donné va dans un salon d'esthétique et autour d'elle, elle commence à décrire toutes les femmes et elle se rend compte que toutes les femmes autour d'elle portent un annulaire. Et effectivement, en fait, ce texte est quand même un peu obsessionnel, hein, faut bien le dire, puisque la narratrice est obsédée par l'idée du mariage. Elle veut se marier avec n'importe qui d'abord, puis non pas avec n'importe qui, finalement elle se dit que non. Elle essaie de comprendre c'est quoi le mariage. Au fond, c'est le mariage. À un moment donné, je raconte comment à Alger, les filles sortent le samedi pour trouver un mari comme d'autres trouveraient une paire de chaussures. Et c'est vrai que le mariage est au cœur, enfin l'idée du mariage et de ce que veut dire le mariage est au cœur du texte, avec quelque chose d'un peu paradoxal, c'est le sentiment pour la narratrice que les femmes se marient très vite, ou en tout cas une facilité de se marier, puisqu'à un moment elles disent, elles prennent un homme trop petit, trop grand, peu importe pour elles, il sera toujours possible de s'arranger, et ce paradoxe que pour elles ça semble quelque chose de très difficile, qu'en tout cas elles cherchent quelque chose qu'elle ne trouvera pas, et elle a le sentiment que c'est très compliqué pour elle. Et c'est pour ça que l'amitié avec Clotilde est importante, parce que Clotilde est un peu cette espèce de mère, mais à contre-courant de la mère. Il y a la mère, la vraie mère, qui est en Algérie, qui est un peu obsessionnelle elle-même, qui est pleine d'angoisse, et il y a Clotilde, qui est un peu l'autre mère, qui est très sereine, qui est pleine de bienveillance à l'égard de la narratrice, et puis qui, elle, est plus âgée et a toujours été seule, et qui est toujours là, qui tombe d'ailleurs amoureuse à un moment donné dans le texte, et qui est toujours qui est une femme, en tout cas moi je voulais que ce soit un personnage avec plein de poésie et plein de beauté. Et pour l'anecdote, Clotilde, c'est une femme que j'ai vraiment rencontrée. En tout cas, j'ai rencontré une femme qui m'a inspiré ce personnage un soir où j'étais au restaurant et une femme qui vivait dans la rue passe devant ce restaurant avec plein d'affaires sur elle et rentre dans le restaurant, interpelle un homme avec qui elle parle. Et le patron du restaurant lui dit: Madame, il faut sortir. Et elle se retourne et lui dit avec beaucoup de bienveillance et en même temps beaucoup de fermeté: mais monsieur, je vous interdis de m'appeler madame, je ne suis pas madame, je n'ai jamais été mariée, je suis mademoiselle, je n'ai jamais appartenu à un homme. Et elle sort et elle s'en va. Et en fait, il y a eu un moment de silence dans le restaurant, tout le monde s'est regardé, et c'était un moment, enfin, c'était très beau, parce que c'était pas du tout violent, mais en même temps, c'était très ferme, très assumé. Et j'ai rencontré plusieurs fois cette femme ensuite, et pendant plusieurs moments, et j'ai eu envie de créer un personnage qui lui ressemblait. Voilà. C'est l'image inversée des convenances. Totalement. Et Mais du coup, totalement. elle est authentique. D'ailleurs, à un moment, j'écris ma mère, enfin en parlant de Clotilde, la narratrice dit ma mère serait effarée si elle savait que je passais autant de temps avec Clotilde. Tout à fait. Hop, merci. Les pierres. Alors les pierres, c'est beaucoup de choses. Les pierres, déjà, le roman s'ouvre sur une citation de Virginia Woolf, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et la citation, je vais vous la lire. C'est étonnant, incroyable. Elle n'avait jamais été aussi heureuse. Rien ne pouvait être assez lent, rien ne pouvait durer trop longtemps. Il n'y avait pas de plus grand plaisir, pensait-elle, en redressant les chaises, en repoussant un livre sur l'étagère, que d'en avoir fini avec les triomphes de la jeunesse, après s'être perdue à force de vivre, que de trouver le bonheur dans un choc délicieux, quand le soleil se levait, quand le jour finissait. Et Virginia Woolf, il y a un petit clin d'œil parce que c'est un auteur qui s'est suicidé, et elle s'est suicidée en se jetant dans l'eau les pierres remplies de poches. Et dans ce texte-là, elle parle des convenances, de la femme. Qu'est-ce que j'ai dit? Des pierres remplies de poches? Non, des poches remplies de pierres, pardon. L'étard. Du coup, ça devient moins dramatique d'un coup, mais bon, ça l'était à la base. Non, mais en plus, dans ce texte-là, enfin, l'extrait lequel est issu ce texte, on parle des convenances d'une femme mariée, justement, enfin, on parle d'une journée, 24 heures d'une femme. Et voilà, cette anecdote, enfin, cette histoire assez sombre hein, de la vie de Virginia Woolf, moi, m'interpellait, me parlait beaucoup par rapport à mon texte. Après, il y a le petit poussé, les pierres qu'on retrouve pour retourner chez soi, et le texte se termine à Alger, puisque la narratrice rentre à Alger à la fin du texte. Et puis, il y avait Beckett, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et dans un de ses textes, un des personnages a des pierres dans plusieurs poches, en fait. Et le texte est génial. Faut vraiment, enfin, je vous invite à le lire si vous ne le connaissez pas.
Et ce personnage est extrêmement stressé parce qu'il a toutes ses pierres dans ses poches. Et il a, donc il appelle ça des pierres à sucer. Et il prend une pierre dans une poche, il la suce, puis il la met dans une autre poche. Et au fur et à mesure, en fait, il fait le tour des pierres et il se dit comme ça, j'aurais sucé toutes les pierres. Puis il est pris d'un stress absolu parce qu'il dit, et si au fond, depuis toujours, je ne suce que la même pierre et je n'ai jamais sucé les autres pierres. Et je trouve ça très beau en fait comme texte. Et Beckett, voilà, un auteur que j'aime beaucoup, ainsi que Virginia Woolf. Et du coup, il y avait, enfin, il y a un champ thématique sur les pierres absolument formidable, puisque d'ailleurs toi-même tout à l'heure tu me parlais d'un texte Je lisais en fait qui, qui en parle. aujourd'hui un texte de Ethel Adnan, donc une poétesse Libanaise. et une artiste peintre libanaise, mais qui a vécu entre plein de cultures et qui a été donc avant la Seconde Guerre mondiale à l'école française, avec l'école religieuse au Liban. Et donc dans cette école, les élèves n'avaient pas le droit de parler arabe et il y avait des élèves qui espionnaient les autres élèves pour s'assurer qu'ils ne parlaient que français. Et tout élève, donc là je la cite, tout élève entendu en classe ou dans la cour de récréation en train de parler arabe était puni et une petite pierre était immédiatement placée dans sa poche. Génial. Donc je découvre l'extrême, puisque Marianne m'en a parlé tout à l'heure. Et voilà, je trouve que enfin, il y a une résonance géniale avec mon texte. Du coup, je prendrai le texte tout à l'heure, mais voilà, et dans le roman, les pierres sont des souvenirs, puisque la narratrice raconte comment, quand elle était petite, pendant que sa petite sœur préparait son futur mariage, elle prenait des pierres qu'elle mettait dans du coton, et elle s'étonnait de ne pas voir des rochers pousser. Et elle raconte comment ces pierres sont des souvenirs dans sa poche qui l'alourdissent, et en même temps elles ne s'en débarrassent jamais, et c'est des choses qui l'accompagnent, et qui parfois sont trop lourds, et parfois rassurent en fait. Donc juste à propos de Samuel Beckett, il y a exactement un an, chez Carib, on a fait une soirée consacrée à Samuel Beckett avec un auteur contemporain qui s'appelle Philippe Hanock, qui a une sorte d'obsession pour Beckett. Je peux pour Samuel comprendre. Beckett, Je peux et tout à donc fait on peut comprendre. réécouter cette soirée sur le site de la librairie. Entre deux mondes. Et bien ça a été difficile l'entre-deux mondes parce que je le disais tout à l'heure, le premier roman, j'étais à Alger quand je l'ai commencé. Et je crois que pour moi, le lieu où on vit est important. En tout cas, j'aurais, je pense, du mal à écrire sur un lieu que je ne connais pas ou que je ne connais pas bien ou où je ne suis pas vraiment allée. Et en tout cas, j'ai besoin de sentir le lieu ou d'y avoir été. Et quand j'étais petite, en Algérie, j'avais une obsession dévorante pour la lecture, ce qui n'a rien d'original, je pense. Quand on écrit, on a fait des études de lettres. Et en Algérie, à cette époque, dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, on avait beaucoup de difficultés à trouver des livres parce qu'il y avait peu de libraires. Il y avait peu de librairies, et puis le livre coûtait extrêmement cher, et les livres issus de l'importation, de toute façon, coûtent toujours très cher. Et à l'époque, je trouvais ça très difficile quand je regardais des émissions avec des écrivains algériens en France. Pour moi, c'était une injustice absolue. Quand j'avais 10 ans, je me disais, mais ils sont en France, ils écrivent sur l'Algérie et je ne peux pas lire leurs livres parce que leurs livres ne se vendent pas ici. Et je trouvais que c'était totalement injuste, comme si, en fait, l'histoire du pays m'appartenait plus qu'à eux, puisque moi j'étais là-bas. Et qu'en tout cas, c'était totalement injuste qu'on puisse raconter quelque chose sur mon pays et que je ne puisse pas le lire. Il y avait un sentiment d'injustice très fort. Et, et ça, c'est vraiment un truc aussi qui est fondamentalement resté, puisque moi, je suis très contente que mes 2 livres soient publiés aux éditions Balzac. En Algérie, ils sont sortis tous les 2 en Algérie avant de sortir en France. Et c'est vrai que Balzac fait un travail génial pour ça, parce qu'ils permettent vraiment aux Algériens de pouvoir avoir des livres, et puis des livres qui sont très beaux, très bien faits. Enfin, ils ont vraiment un souci de qualité important. Et du coup, l'entre-deux, moi, c'est une question que je me suis posée quand j'écrivais ce texte, d'essayer d'être fidèle à cette petite fille que j'avais été à 10 ans, et de me dire, mais en fait, aujourd'hui j'habite à Paris, est-ce que je suis légitime pour écrire un livre qui se passe à Alger? Et en fait, il faut se débarrasser de ça, de toute façon. Il faut se dire qu'on est légitime d'écrire sur ce qu'on a envie d'écrire. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, je me suis dit que la façon la plus astucieuse et la manière la plus simple pour moi de répondre à cette question, c'était d'avoir une narratrice qui
physiquement habitait en France, mais qui en fait, toute sa tête était en Algérie et tout se passait en Algérie. Et c'est un peu, je crois, ça l'entre-deux pour moi. Voilà. Merci pour l'explication. Depuis le temps. Évidemment qu'on cherche l'explication de l'entre-deux. Ouais. Je cherchais le passage sur la barre médiane. Sur la barre médiane, ouais. Qui... Je lis. Oui, tu liras mieux que moi, de toute manière. Je suis une barre médiane, bien au milieu, pas devant, pas derrière, pas laide, pas magnifique, coincée entre Alger et Paris, entre l'acharnement de ma mère à me faire revenir à la maison pour me marier et ma douillette vie parisienne. Être une barre médiane, c'est comme un intégriste sans barbe, un policier sans moustache, un chanteur de rail sans cheveux, c'est incohérent. Toute la semaine on me demande, êtes-vous pour ou contre ? Moi je suis toujours au milieu, ni pour ni contre. C'est cet étrange mélange de cessez-le-feu et de rail, de femmes voilées et de femmes en bikini, qui sans doute a fait de moi une barre médiane. À 86 ans, je serai une petite vieille grassouillette et effrayante qui sent la transpiration et le tabac froid. Une mamie cassée en deux aux cheveux blancs qui traîne en claquettes d'homme dans son jardin envahi de mauvaises herbes avec des pierres dans la poche de son pantalon, qui parle toute seule et qui continue à ne pas savoir où est sa place. Je refuserai de prendre des décisions malgré l'insistance de mes neveux agacés par mon inconstance. Faut-il vendre sa maison ou la louer ? Faut-il avaler la boîte de médicaments ou résister encore un petit peu à la tentation ? J'aurai une voiture cabossée que je conduirai sans permis, mais je serai trop vieille pour qu'on ose m'arrêter. Les policiers fermeront les yeux, la voiture sera sale et des petits malins inscriront des insultes sur les portières. Ça me fera rire. J'y transporterai des chats de gouttière, mes plantes vertes et mes petits-neveux, qui amèneront copains et boue. J'y abandonnerai des mégots parce que lorsqu'on atteint un âge aussi avancé, ça ne sert plus à rien de s'abstenir de fumer. Je casserai un rétroviseur en me garant mal. Mon pot d'échappement fera un bruit monstrueux qui réveillera les voisins et crachera une atroce fumée noire. Ouais. La barre médiane, effectivement, c'est un passage important du texte qui le résume un petit peu. Ouais. Virginia Woolf, je vais passer puisqu'on l'a déjà fait, effectivement. Hop. Alors, fracture entre générations. Alors, ça va m'inspirer plus peut-être sur mon premier roman que sur le deuxième, puisque dans le premier roman, il y a 3 générations qui habitent dans le même appartement. La grand-mère, les 3 enfants adultes et la petite fille, qui est la fille d'une des filles. Et j'avais envie, oui, de parler des fractures entre générations, effectivement, et des convenances. Enfin, pour moi, ça va ensemble. Et dans ce roman, ce qu'il y a de particulier, c'est que donc, chaque personnage raconte la journée, enfin raconte sa journée, et ils se parlent quasiment jamais. Il y a très très peu de dialogue, à l'inverse de celui-ci, et surtout ils ne se parlent jamais entre générations différentes. Il y a une génération qui est toujours un peu qui est un peu renfermée, mais qui est surtout un peu anxieuse à l'égard de la génération plus jeune. Il y a une génération au milieu qui est pleine d'angoisse, mais qui essaye par tous les moyens de cacher sa manière de vivre à la génération du dessus. Et il y a une génération en bas qui est pleine de vie, donc c'est la papicha dans le roman, qui est pleine de vie et qui justement s'en fiche des convenances et qui va un peu tout chahuter sur son passage. Et du coup, ces 3 générations cohabitent dans le texte, mais ne vivent pas du tout ensemble. Enfin, il n'y a jamais de dialogue ou de discussion entre eux, que ce soit la famille principale ou que ce soit les autres familles qui sont satellites, qui sont comme des satellites autour. C'est vraiment des générations murées dans le silence qui se racontent et se dévoilent tout seuls, mais jamais avec les autres générations. Et c'est vrai que ça, quand j'avais discuté de ce texte en Algérie, c'est un des trucs qui était beaucoup revenu dans les discussions avec les gens de ma génération, qui disaient par moments, enfin j'avais eu des retours de lecteurs qui me disaient, mais en fait c'est fou parce que ils disaient, mais on a l'impression d'être une autre personne dès lors qu'on sort de la maison. Et c'est un peu ce que j'essayais de montrer, effectivement. Dernier petit papier. Marginalité. Marginalité, c'est Clotilde, mais c'est pas que Clotilde. Clotilde est marginale, elle habite dans la rue, elle n'a jamais été mariée. Mais je pense que la narratrice est aussi marginale, puisque elle choisit et elle se cherche tout au long du texte, mais à la fin du texte, il y a comme une prise de conscience, il y a quelque chose d'assez affirmé, et elle assume ce qu'elle est, elle assume ses décisions, et en ça, elle est assez marginale, puisque
elle a 30 ans et en tout cas en Algérie, 30 ans c'est âgé pour une femme qui n'est pas mariée. Et je le dis, enfin, je le dis avec simplicité parce que j'ai 30 ans et que je ne suis pas mariée. Et du coup, je pense que des deux d'ailleurs, elle est un peu plus marginale même que Clotilde. Et en même temps, c'est assez beau parfois la marginalité quand c'est assumé. Et ce qui est chouette, c'est que à la fin du texte, ce que j'avais envie de montrer, c'est que c'était assumé. Et donc, dès lors qu'on assume, en fait, il y a tout de suite quelque chose d'un peu plus serein. Et les dernières pages du roman sont plus apaisées que tout le reste du texte. Ouais, parce qu'il y a un mouvement ascendant où elle est gagnée par la panique et puis Par à la la peur. fin, par la peur du retour en Algérie pour les fiançailles de sa sœur. Et voilà, et à la fin, effectivement, Ça retombe, ouais. Ça retombe, mais en C'est même beau. temps, il y a comme une espèce, enfin, c'est presque une évidence à la fin. C'est-à-dire, c'est presque, en fait, c'est ça, et un jour, ça va peut-être changer, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'évidence qui se passe. Et j'avais envie de finir sur une note un peu plus positive, et d'avoir un texte ici, un texte un peu drôle et un peu triste, mais un peu drôle. Parce que je crois que j'avais écrit un premier roman très dur finalement, et je l'ai écrit il est sorti il y a 6 ans et je l'ai écrit il y a 7 ans. Et à l'époque, j'avais 23 ans. Et c'est un roman, on m'a souvent dit, c'est un roman qui ne te ressemble pas, qui est très dur, très noir. Alors ça ne me ressemble pas, mais je crois que ça ressemblait beaucoup en tout cas des choses que j'avais emmagasinées et une manière de voir le monde à l'époque, mais peut-être qu'on voit toujours le monde un peu de manière très noire quand on a la vingtaine. Et j'ai eu envie pour ce deuxième roman de me lâcher un peu et de faire quelque chose d'un peu plus drôle. Et c'est dur en fait. La légèreté, c'est dur. D'essayer de faire de l'humour, c'est dur. Et c'est dur d'être dans la gravité et en même temps réussir à nuancer le texte pour que ce soit pas trop lourd, un peu léger, un peu drôle. Enfin, je sais pas si c'est drôle d'ailleurs. Si, mais c'est cette alliance qui est formidable dans le livre. Voilà. Non, non. Autodérision, donc oui. C'est moi. Oui, mais alors je sais pas, je vais te poser la question. Je ne sais pas s'il y a de l'autodérision dans ce texte. Est-ce qu'il y en a vraiment? Je suis pas sûre. Non. Je pense que Je- c'est plutôt une forme de légèreté Ouais. vis-à-vis de soi-même que de l'autodérision. Après, j'ai pris le parti de faire une narratrice qui pouvait me ressembler. Et en ça, peut-être que c'est de l'autodérision, puisque elle a 30 ans, elle habite à Paris. Du coup, c'est toujours assez drôle parce que les journalistes me disent, mais du coup, votre sœur, je dis, bah non, je n'ai pas de sœur. Mais du coup, vous habitez dans le 9e, bah non, en fait, j'habite dans le 11e. Enfin, à l'époque, en tout cas, je suis dans le 11e. Du coup, il y a eu tout un jeu de miroir assez drôle, en fait. Et peut-être que là, il y a un peu d'autodérision. Je me suis peut-être un petit peu moquée de moi. Mais je suis pas sûre que la narratrice arrive à se Je moquer pense d'elle. qu'il y en a en fait dans la relation avec la mère. Oui, totalement. C'est Mm. vrai, c'est vrai. Avec la mère, oui, il y en a. Mais il y a encore pas tant. En fait, elle est presque désabusée plus qu'autre chose. Et puis il y a aussi une forme de lassitude, un peu. Enfin, parce qu'elle pourrait ne pas répondre à sa mère. Je veux dire, elle pourrait éteindre le téléphone, elle pourrait s'énerver. Mais il y a quand même beaucoup d'affection pour sa mère, beaucoup d'agacement et peut-être un peu d'autodérision. Il y a, oui, un peu. Mais pas Ce beaucoup. qui est C'est pas très quelque beau chose qui aussi, c'est que ressort. le regard est très tendre. Même vis-à-vis de cette mère qui honnêtement la harcèle. À la Totalement. fois sur le mariage et sur le Mais retour en c'est un droit Algérie. des mères, Et paraît-il. le regard est très tendre. Mm. Et ça, c'est très joli aussi. Hop. Année noire. On en a parlé effectivement et je dirais simplement qu'on s'étend en France, on voit beaucoup de littérature sur le terrorisme et pas mal de choses qui sortent sur les attentats. Moi, j'ai toujours en tête les années 90 en Algérie, où on a eu pas mal de textes qu'on a appelés ensuite littérature d'urgence. Et tout à fait. Et dedans, il y avait des textes il y a un texte en tout cas qui m'avait beaucoup marqué, c'est un texte de Maïssa B, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et c'est Au commencement était la mer. Et c'est un formidable texte, parce que c'est un texte très court. Je ne sais plus combien de pages il fait, mais il est vraiment très court. Mais c'est un texte d'une très belle langue, et il y a beaucoup de pudeur sur la manière dont elle parle des années noires, des années 90. Et il n'y a pas de pathos, il y a pas, enfin, c'est très très bien écrit, et c'est un texte que je trouve très beau. Après, je trouve que c'est assez difficile d'en parler sans tomber dans la surenchère ou dans le pathos ou dans
etc. Et c'est pour ça que j'en parle pas du tout dans mon premier roman, quasiment pas. Il y a juste un micro, une phrase en fait dans ce texte quand même. Mais j'en ai parlé dans Des pierres dans ma poche, mais en mettant sous le regard de l'enfance. Et c'est jamais le regard de l'adulte en fait. La narratrice adulte n'en parle jamais. En tout cas, ça ne fait pas, c'est pas une histoire pour elle. Et par contre, ça ne revient que via les souvenirs de l'enfance. Et j'avais envie de le faire comme ça pour pouvoir un peu l'adoucir. Non pas que j'ai envie d'adoucir ces années-là, mais d'adoucir le souvenir pour que ce soit pas un souvenir qui prenne plus de place que je voulais lui en donner dans ce texte-là. Je sais pas si je suis très claire. C'est extrêmement clair. À propos du texte de Maïsabé, de Madame Maïsabé, j'ai bien l'appeler Madame, je pense qu'il a été adapté chez Ariane Mouchkine. Je ne sais pas si c'est bleu, blanc, vert Oui. qui a été adapté. Je crois que c'est bleu, blanc, vert. Ça fait longtemps. Ou bien au commencement c'était la mer. Mais je crois que c'est bleu, blanc, vert. Bleu, blanc, vert, je Oui, pense. je crois aussi. Et au commencement de la mer, on veut vraiment le détour, quoi. Et c'est vraiment un très beau texte. Enfin, moi, j'aime beaucoup les textes de Maïssa. Et l'autodérision également, c'était de mise pendant le drame passé par qu'a Les années enduré le 90. peuple algérien. On rigolait dans le malheur Ouais. pour exorciser un peu le problème. Mais quelque chose d'humoristique, c'est ton zéro. Tu as eu la note zéro. Je t'ai comparé à M. Hollande, qui attend les drames Quoi pour monter dans l'estime et dans les sondages. Mais c'est vrai que l'autodérision, de ce que tu dis, c'est intéressant. Enfin, moi, je pense qu'effectivement, on a cette force-là. Et après, je sais pas si c'est un bouclier pour se protéger ou pas, mais je l'avais, pendant les séismes de 2003, à Alger, j'étais dehors, les immeubles tombaient, on était dehors, et je me souviens que à côté de moi, des jeunes inventaient des blagues sur ce qui se passait, c'est-à-dire sur le séisme qui venait de se passer 5 minutes avant, et ils étaient déjà en train de faire... Mais je pense qu'on a vraiment appris effectivement à avoir cette capacité, mais comme un bouclier d'autodérision, parce que de toute manière, à un moment, les choses arrivent à un tel degré qu'il n'y a que ça pour ne pas tomber en désespoir absolu. Et Riyad Giroud, justement, qui était là l'année dernière, je pense. Riyad Giroud. Ouais, oui, qui est un écrivain parlait algérien. de ce séisme-là et des blagues qui sont oui, son texte. Dans son texte. Elle parle de ça, c'est un très beau texte d'ailleurs. Pardon. On fait des petits apartés. Ah, c'est très bien. Et donc c'est le dernier papier. Humour. Ça finit bien. Ouf. C'est pas facile, hein. C'était la première Merci fois, beaucoup de t'être prêté au jeu des petits papiers. On fait ce faux tirage de papier. Oui, tous les mots avaient été vus hier, mais c'est pas La vrai surprise. en plus. Ça va. Humour. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Kauter. Merci de m'avoir On était reçu. ravis de te recevoir. Merci.